Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent sur Flashmat. Nous allons faire des épisodes sur la parentalité et la coéducation. Voici le premier épisode de la saison 1, le rôle du parent à la réussite scolaire. Alors, je me suis aidé de l'IA pour générer mon PowerPoint avec mon propre contenu, bien sûr. Donc, parce que je suis pas très très fort au niveau de l'esthétique. Donc, si au niveau des images générées par l'IA, c'est pas tip top, pardonnez-moi. Voilà. On est surtout plus sur le contenu, plus que sur le fond, je pense. Voilà. Alors, pour le premier épisode donc de cette saison 1, j'ai voulu travailler sur le rôle du parent dans la réussite scolaire de l'enfant. Parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de fausses choses, notamment beaucoup de parents se mettent un peu la pression par rapport à la scolarité. Ils ont peur de ne pas arriver à suivre, de ne pas expliquer avec les bonnes méthodes, etc. Et donc nous allons un peu recentrer ça sur vraiment comment aider son enfant à l'école. Voilà. Alors ça peut toucher tout, hein. On va toucher les écoles primaires, les collèges et les lycées. Voilà. Donc on va vraiment explorer comment on peut devenir un véritable allié dans le parcours éducatif de son enfant. Euh, Déjà, il faut arriver à dissocier quel est le rôle de l'école et le rôle de la famille. Vraiment, le rôle de l'école, c'est de transmettre des savoirs fondamentaux et des compétences académiques. Donc là, on est plus sur de l'instruction, de la transmission de connaissances, travailler sur la méthodologie dans les différentes matières à enseigner et l'organisation du travail. Un troisième pan du- de, de, de- correspond au rôle de l'école, c'est tout ce qui est socialisation et vie en collectivité. Essayer de transmettre un peu cette socialisation entre élèves, donc voir un peu comment se comporter avec autrui, comment se comporter en vie en collectivité, etc. Le rôle de la famille est tout autre. Là, c'est vraiment plus le terreau qui est favorable à l'épanouissement scolaire du coup de son enfant. Là, le parent est là vraiment pour accompagner, encourager et soutenir moralement son enfant dans ses apprentissages, tout en bien sûr respectant son autonomie. On va y revenir parce que des fois, le soutien ou l'accompagnement est un peu trop à l'excès et donc est contre-productif par rapport à l'autonomie. Donc on va y revenir juste après. Donc là vraiment l'importance c'est le soutien émotionnel qui va permettre aussi du coup la confiance en soi et donc ça va être intrinsèque tous les deux. Avoir un environnement propice au travail et une valorisation de l'effort et de la persévérance et pas forcément une valorisation du résultat. Ça, on va y revenir juste après. Donc, on voit bien qu'on a deux sphères, mais quand même une mission commune, c'est que l'élève apprenne, que l'élève euh, puisse acquérir une autonomie et que l'élève gagne en confiance et en résilience par rapport à la difficulté qu'il va rencontrer tout le long de sa scolarité. Donc tout ça, donc parents comme professeurs, si on a une grande alliance et donc moi ce que j'appelle une alliance éducative, on va créer donc une coéducation qui va être vraiment favorable pour l'enfant. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une reconnaissance précise du rôle de l'école et du rôle des parents pour justement ne pas être dans les plates-bandes de l'un ou de l'autre et au contraire d'être complémentaires donc du coup dans cette coéducation. Voilà, il n'y a pas de concurrence entre l'école et la famille, mais plutôt une coopération. Voilà. Donc respect, communication entre l'un et l'autre, donc respect entre les professeurs et la communication bien sûr entre les professeurs et les parents et vice versa.
Voilà. Donc vraiment, si on arrive à réaliser une coéducation bien comme il faut, on va bénéficier vraiment d'un cadre cohérent et sécurisant qui va vraiment favoriser la réussite de l'élève. Alors, ce que l'école attend des parents. Donc, c'est bien sûr assurer des conditions matérielles. Alors, quand on appelle les conditions matérielles, ce n'est pas uniquement le matériel à fournir, colle, ciseaux, feuilles, etc. Même si ça va être très important et il le faut. Voilà, mais c'est une partie des conditions matérielles à assurer par les parents, mais surtout à veiller à avoir un bon repos à la bonne heure, et avoir des conditions de travail à des heures régulières ou en tout cas des bons moments de travail. C'est-à-dire c'est pas à 23 heures qu'on va se mettre au travail. Voilà. Donc avoir ce petit rituel, hein, et c'est vrai que le rituel du repos, et ça arrivera dans un prochain épisode, du coup, l'importance du repos et l'importance du sommeil est très important, et donc cette importance-là est un peu la clé de la réussite aussi. Donc, il y a le respect du travail des enseignants. Donc, faire confiance vraiment aux professionnels et, et vraiment maintenir une communication respectueuse, même en cas de désaccord, parce qu'il peut y avoir des quiproquos il est totalement possible, juste en dialoguant, de lever un peu ces quiproquos et de se faire confiance. L'erreur est humaine, donc il peut y avoir des erreurs de la part des parents, il peut y avoir des erreurs de la part des enseignants. Le principal, c'est le dialogue. Valoriser l'école à la maison, voilà, montrer l'intérêt de ce qui se passe en classe et de transmettre une image positive de l'école et de l'apprentissage, pas uniquement des résultats, mais de ce que l'on va apprendre. Alors il y aura aussi un épisode de la différence entre valoriser euh, les compétences, valoriser les efforts et valoriser la note. Et ça va être aussi une des clés de la réussite de l'élève. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Communiquer en cas de difficulté. Voilà. Signaler rapidement tout problème personnel, médical ou émotionnel qui pourrait affecter la scolarité de l'enfant. Les professeurs vont être assez réceptifs sur ça et bien sûr dans la mesure du possible, hein, parce que les professeurs vont avoir 24, 25, 26, voire même 30 élèves dans la classe, donc ça va être toujours un peu compliqué, mais dans la mesure du possible, le professeur va adapter et va tenir compte de ce que vous lui avez dit. Voilà, si il y a un décès, ben forcément on va avoir un enfant qui ne sera pas forcément propice au à l'apprentissage de la journée. Ben, du coup, on va moins attendre de cet enfant-là, mais aussi on va accompagner, on va rassurer aussi, vu que quand même les élèves sont sous la responsabilité du professeur et du bien-être de chacun des élèves. Ce que l'école n'attend surtout pas. Alors moi, j'avoue, je suis professeur, mais je suis parent aussi, donc ça touche les deux. Mais euh, souvent, vraiment, en rencontre parent-professeur, j'ai beaucoup de parents qui se mettent la pression sur les devoirs, sur la maîtrise des matières, sur le suivi, parce que du coup, on a chacun un travail, donc on peut pas avoir un suivi minute par minute. C'est vraiment trois choses qu'on n'attend pas des parents. Faire les devoirs à la place de l'enfant, non, surtout pas. Parce que de un, on veut pas que vous fassiez à la place parce que du coup vous n'êtes pas élève, voilà. Deuxièmement, vous n'êtes pas enseignant, donc on veut pas un enseignant bis. Au contraire, en fait, il faut que l'élève ait conscience de ce qui comprend, ce qui comprend pas, qu'il se le marque au pire sur un brouillon ou sur son cahier, pour qu'il puisse ou qu'elle puisse nous poser des questions sur
sur les incompréhensions. Le professeur ça va lui permettre d'avoir le pouls de la classe, ça va lui permettre de se dire ah ben en fait tout le monde n'avait pas compris, et ben du coup je vais réexpliquer plutôt que la moitié ou les trois quarts ont été suivis par les parents, ils ont mieux compris, et du coup le quart qui n'avait pas compris parce que pas suivi par les parents, le professeur se dit bon ben en fait il y a eu très peu qui n'ont pas compris, ben on va enchaîner, j'y reviendrai mais de façon moindre un peu plus tard, mais on va enchaîner parce que tout le monde a compris. Et là, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème dans l'enseignement parce qu'on n'a pas le pouls de la classe. Donc voilà, il faut que l'enfant s'entraîne, développe son autonomie et pas qu'il se repose sur tous les adultes uniquement, donc se reposer sur le professeur et sur le parent ou les parents. Voilà. Maîtriser toutes les matières, ben du coup ça va de pair, hein. C'est-à-dire que on veut pas que vous soyez des experts en mathématiques ou en grammaire, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'accompagner, d'encourager, de créer un cadre favorable, ce que j'ai dit juste avant, et pas de tout expliquer. Voilà. Alors, si vous voulez expliquer certaines choses, il y a aucun souci. Mais en fait, il faut pas se mettre la pression et pas se dire, oui, mais ça, je sais pas. Il faudra que tu le demandes à ton professeur. C'est pas, euh, c'est pas une honte, loin de là. Et même si vous savez que vous dites, ben, je sais pas, tu, tu, tu le verras avec ton professeur, ça peut être pas mal aussi. Parce que du coup, vous, ça vous décharge un petit peu. Euh, le professeur va expliquer à l'élève. Vous, après, vous avez le retour. Soit votre enfant va vous l'expliquer, ou même vous, vous allez lui dire alors, du coup, t'as pu en parler à ton professeur. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu peux m'expliquer? Ça permet de verbaliser, ça permet de voir s'il a ou elle a bien compris, et vous, ça vous met à une posture d'intéressement à sa journée. Alors je sais que en collège c'est toujours un peu plus compliqué dans l'adolescence, même en lycée. Mais bon, c'est des enfants où chaque jour on va persister à leur dire à leur montrer qu'on s'intéresse à eux, on va avoir, toujours, hein, comme tout parent, on va avoir des moments où ils vont nous dire non, mais pourquoi tu te mêles de ci, pourquoi tu te mêles de ça, c'est vrai, mais ils l'entendent quand même. Ils le veulent pas parce que c'est c'est cette construction cette construction humaine, hein, l'adolescence, euh, où pour l'instant, ben voilà, ils sont pas prêts et ils veulent être lâchés, on va dire, mais ils l'entendent et ils comprennent que 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 vous prenez en compte du coup ce qu'il vit et que vous vous intéressez à lui ou à elle. Donc, et bien sûr, suivre minute par minute le travail, surtout pas. Cette surveillance excessive, c'est ça qui peut nuire à l'autonomie. Euh, Si on est là tout le temps à regarder s'il a fait telle ou telle, ouais, oui, il ou elle hein, a fait telle ou telle chose, si le travail a été fait, si le sac a été fait, s'il a goûté ou elle a goûté, etc. Bon, là c'est trop contre-productif. Là, on ne le cadre pas, on l'assiste en fait. Donc là, c'est potentiellement contre-productif. Voilà. Euh, voilà. L'école attend que vous soyez présent et disponible, mais pas que vous contrôliez chaque virgule, ça, surtout pas. Comment encourager sans mettre de pression? Parce qu'il y a quand même une différence entre encouragement et pression. Il y a une frontière entre les deux. L'encouragement, ça nourrit la confiance et la motivation intrinsèque, c'est-à-dire sa motivation. Tandis que la pression génère plutôt du stress et peut nuire justement à l'estime de soi et être contre-productif sur les apprentissages et sur les résultats. Voilà. Donc, c'est pour ça que la clé de l'encouragement, c'est par rapport à votre posture. Est-ce que vous êtes dans un soutien ou est-ce que vous êtes dans une exigence excessive? Voilà. Alors, c'est pas évident de le savoir. Je vais vous donner des points et des phrases types, on va dire, des exemples sur des choses qui sont vraiment des encouragements, d'autres qui ne sont pas des encouragements. Au contraire, qui peut être mieux, plus sur de la pression.
Voilà. Donc voilà, un enfant encouragé se sent plutôt soutenu et un enfant sous pression sent plutôt qu'il doit performer pour être aimé ou reconnu. Voilà, cette différence, ça change tout hein, dans ce rapport à l'apprentissage et à l'erreur. Donc, les attitudes qui encouragent vraiment. Donc, s'intéresser plutôt au processus, plutôt qu'au résultat. Plutôt se poser, lui demander comment s'est passée ta journée, plutôt que as-tu eu une bonne note. Voilà. Il vaut mieux valoriser l'expérience qu'il a eue d'apprentissage plutôt que le résultat de ses apprentissages. Célébrer les efforts et les progrès en se disant ben je vois que tu as vraiment travaillé dur pour cet exercice même si il a fini il ou elle n'a pas fini ce travail, c'est pas grave, le principal c'est de voir qu'on a travaillé dur là-dessus. C'est important de travailler dur sur les révisions. Si les notes ne suivent pas, ben c'est pas grave. Au moins on valorise ses efforts et on se dit ah bon mais c'est pas grave, là on voit que tu as fait des erreurs. Quelles sont les erreurs? On va revenir sur ces erreurs-là et on va essayer de progresser là-dessus. Je vais t'aider, ton professeur va t'aider, tu pourras lui poser toutes les questions possibles pour que justement tu arrives à comprendre et c'est grâce aux erreurs qu'on va progresser. Anto- c'est comme le patinage. Quand on fait du patin à glace, on tombe, on n'est pas directement un patineur ou patineuse artistique directement. On va faire du patin, on va tomber une fois. On a un peu mieux compris pourquoi on est tombé. On va refaire, on retombe une deuxième fois et on a mieux compris pourquoi on est tombé et ainsi de suite jusqu'à ce que on y arrive très bien. Et c'est exactement pareil sur les apprentissages. Que ça soit les maths, le français, on n'est pas là à dire il faut réussir tout d'un coup. Donc il faut normaliser l'erreur comme partie de l'apprentissage vraiment. Se tromper, c'est normal et c'est même nécessaire pour apprendre. Vous pouvez aussi partager vos erreurs. C'est-à-dire en mathématiques, en français, en histoire, ben vous n'y arrivez pas, vous n'y êtes pas arrivé non plus à cette table de multiplication, et vous pouvez dire ben en fait moi j'y ne suis pas arrivé, mais je me suis trouvé des méthodes. Vous pouvez lui donner une méthode, ou pour lui dire ben en fait j'ai trouvé une méthode que m'avait dit le professeur. Essaye de demander à ton professeur s'il n'y a pas une méthode. Voilà. Mais partagez vos erreurs pour bien que votre enfant comprenne que vous aussi, vous avez fait des erreurs et que vous avez pu surmonter ces erreurs pour progresser. Respecter le rythme des enfants aussi, ça c'est très important. Pas de comparaison avec les frères et sœurs ou les autres élèves en disant ah, t'as eu 14, oui mais ta copine ou ton copain il a eu combien? Trop de comparaison, ça va pas. Ça veut pas forcément dire que du coup son copain ou sa copine a eu 16 ou 17 que c'est moins bien. C'est moins bien en comparaison et donc si le principal c'est que l'élève a compris, si le principal c'est qu'il a compris ses erreurs, ben, c'est très bien. Alors que peut-être que l'élève qui a eu 17 se quantité du 17 parce que c'était la meilleure note de la classe et donc du coup les 3 points qu'il a perdu ou qu'elle a perdu, elle n'a pas regardé les erreurs parce qu'elle a la meilleure note de la classe. Et potentiellement, au prochain contrôle, elle va faire les mêmes erreurs et elle va peut-être baisser. Donc en fait, c'est pas ça. Le processus de la note, c'est une note, c'est une fin de processus si vous voulez d'apprentissage, mais c'est pas l'apprentissage même en fait. Voilà. Alors ça, je me base sur des données, hein, donc des données chiffrées pour que vous ayez quand même, parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est en lien avec des études, donc en lien avec des études psychosociales, mais aussi sur le développement de l'enfant. Donc 85% des enfants encouragés pour leurs efforts développent une motivation intrinsèque, donc c'est-à-dire leur propre motivation, et donc une meilleure résilience face aux difficultés. 2 fois plus de persévérance chez les enfants, donc on valorise le processus plutôt que le résultat. Et 67% de baisse de l'anxiété scolaire quand les parents cessent de se focaliser uniquement sur les notes. Voilà. Donc vous voyez, ces 3 données-là, c'est énorme. Et on l'a tous fait.
moi je me mets dans le sac. On l'a tous fait, de regarder sur les notes, de regarder la moyenne. Ah, t'as 16 de moyenne, 17 de moyenne, t'as eu 18, t'as eu 19, t'as eu 12, mais c'est quoi la moyenne de la classe? Voilà, on l'a tous fait. Voilà, je me mets dans le sac. Mais vraiment valoriser les efforts, c'est énorme. Il le faut. Il le faut. Donc vraiment dire je suis fier de tous les efforts que tu as fournis plutôt que je suis fier de ta note. Voilà. En pratique, des phrases qui font la différence. Donc des phrases qui mettent la pression par rapport aux phrases qui encouragent. Les phrases qui mettent la pression, il y a tu dois avoir de bonnes notes, sinon tu vas pas avoir telle chose, sinon je vais pas t'acheter ci, sinon tu vas pas avoir tel métier, sinon tu vas redoubler. Voilà. Non. Pourquoi ton camarade y arrive et pas toi? Alors là, c'est une descente de l'estime de soi, c'est énorme. Si tu continues comme ça, tu vas échouer. Pareil, descente et descente de la motivation. Et surtout, ces phrases-là vont vont descendre l'ambition de l'élève en se disant ben, du coup on m'a toujours dit que j'allais pas y arriver, on m'a toujours dit que j'étais nul, donc je vais m'orienter dans un métier où je pense que je peux potentiellement y arriver parce que il y a pas de pression, parce que voilà. Donc ça va pas. Il faut pas que l'élève se mette trop d'ambition non plus, hein, c'est pas le but, mais que l'élève, s'il a ou elle a des rêves, ou elle a des désirs, il faut pas que la scolarité freine ses ambitions. C'est facile, tu devrais y arriver sans problème. Ça, là aussi, une baisse complètement de la motivation et de la confiance. Les phrases qui encouragent, par contre. Je vois que tu as beaucoup travaillé sur ce projet. Là, c'est super. Qu'est-ce qui t'a semblé difficile? Comment puis-je t'aider? Comment puis pouvons-nous t'aider avec cette coéducation avec les professeurs? C'est normal de ne pas réussir du premier coup. Continuons ensemble. J'ai confiance en ta capacité à progresser. Ça, c'est des choses qui encouragent. Voilà. Et c'est pas des phrases euh, justement qui qui vont diminuer les résultats, c'est-à-dire qui vont pas alerter l'enfant. C'est-à-dire que souvent j'entends certains qui disent oui, mais moi si je dis des phrases comme ça, s'il a 5 sur 20, il va pas essayer de progresser plus parce que du coup, je ne fais que l'encourager. Mais en fait, l'encourager, c'est pas lui dire, c'est normal que tu as 5 sur 20. L'encourager, c'est avoir ce terreau-là propice à l'apprentissage en disant, t'inquiète pas, tu as 5, mais on va tout faire pour que tu arrives à progresser. On est là. Je suis là. Tes professeurs sont là, mais pas que. La vie scolaire est là, les principaux sont là, tout le monde est là pour toi. Il faut que tu t'appuies sur nous pour te développer, pour développer ton autonomie, parce que c'est sûr que tu vas y arriver, parce que tu en es capable. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà, donc vraiment, votre rôle, et c'est pour ça, ça va être la dernière diapo, désolé, je voulais faire en moins de 20 minutes, mais du coup j'ai un peu dépassé. Votre rôle, c'est vraiment être un phare pour votre enfant et pas forcément un moteur. Il faut que vous ayez une présence bienveillante et, euh, et, et votre confiance à votre enfant sont plus puissantes que, enfin, votre confiance à votre enfant et la présence bienveillante sont plus puissantes que n'importe quelle aide au devoir. Vraiment. Donc, valoriser les efforts plutôt que les résultats et être là pour eux. Voilà. Merci vraiment pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura un épisode chaque lundi. Là, on était pour l'épisode 1. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à bientôt. Au revoir.